Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 14 juillet 2023 et on commence le show directement avec Bianca Belair qui vient parler de son match face à Asuka qui aura lieu ce soir. Asuka qui défendra son titre face à Bianca Belair et elle va se faire interrompre évidemment par Charlotte Flair qui à ce moment-là ça va être très bizarre parce qu'elle va un petit peu collaborer je trouve avec Bianca Belair où elles vont dire que la meilleure option pour les deux ce serait vraiment d'avoir un match entre Charlotte Flair et Bianca Belair à SummerSlam. Asuka on n'en veut pas et on met vraiment Asuka de côté. Je sais pas si ce que la WWE veut réellement mettre Asuka de côté ou si ça fait vraiment partie de l'écriture et que finalement Asuka elle va émaner de tout ça, elle va être un petit peu plus haute que Charlotte Flair et Bianca Belair. Je sais pas parce que ça m'étonnerait vraiment pas que Asuka soit mise de côté. On sait que la WWE préfère vraiment les Charlotte Flair, les Bianca Belair et les Asuka, alors que pour moi Asuka c'est vraiment la meilleure catcheuse à la WWE actuellement, même la meilleure catcheuse du monde de tous les temps limite, tellement elle est incroyable dans le ring. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Elles vont serrer la main ensuite et c'est comme ça que se terminera le segment. Donc ça reste intéressant, mais j'aurais peut-être aimé plus de friction entre Bianca Belair et Charlotte Flair. Mais on va voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, on a eu un tag team match entre les Brawling Brutes et Pretty Deadly. C'était un match assez intéressant puisqu'on a eu du très très bon in-ring. Victoire de Pretty Deadly qui remporte ce match-là. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les Brawling Brutes, cette fois c'était Ridge Holland et Sheamus. J'ai pas l'impression que cette team elle a vraiment de l'avenir. Je considère un petit peu cette team comme une team de seconde division, mais une fausse seconde division, parce que la WWE essaye de nous montrer que c'est vraiment une grosse team, les Brawling Brutes, alors qu'à côté de ça, ils ont rien accompli, ils sont pas souvent présents, c'est vraiment pas une team qui va rester dans ma mémoire pendant des années et des années, même si en vrai, je vais forcément m'en rappeler, mais c'est pas une team qui va me marquer, et c'est pour ça que je suis vraiment content que Pretty Deadly ont remporté ce match-là, et pas autrement. Franchement, le traitement des Pretty Deadly depuis qu'ils sont arrivés dans le main roster, c'est juste parfait et j'ai hâte de voir la suite pour eux. Ça risque d'être assez intéressant. Ensuite, on a eu un match rapide entre Zelina Vega et Bayley. J'ai pas retenu grand chose de ce match-là, mis à part la victoire de Bayley. Par contre, chose intéressante qui s'est passée dans ce match-là, c'est que après le match, quand Bayley et Io Sky sont sur la rampe d'entrée, on a une vidéo de Shotzi qui apparaît. On sait ce qui s'est passé entre Bayley et Shotzi. Et dans cette vidéo, Shotzi, elle va se raser complètement les cheveux. Donc c'est fini Shotzi avec les cheveux verts. Il y a une raison à tout ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais la WWE, en tout cas, elle a décidé de mettre ça en avant dans une storyline, dans une histoire avec Bayley et Shotzi. Je peux pas m'en plaindre du tout, même si ça m'intéresse très très peu cette histoire-là. Je peux pas m'en plaindre parce que les fans, ils ont poussé pendant très très longtemps pour avoir des storylines en dehors de la title picture. Là, on en a, que ce soit avec Shayna Baszler, Ronda Rousey, Bayley, Shotzi, même si j'imagine que Bayley et Shotzi, on n'aura pas une très très grande construction. Là, on en a, donc on peut pas s'en plaindre. Et en fait, la raison pour laquelle elle s'est rasé les cheveux, Shotzi, c'est tout simplement parce que sa sœur, elle a le cancer, elle a voulu faire ça pour la soutenir, donc c'est vraiment remarquable de sa part d'avoir fait ça. Et s'il y a vraiment un truc à écrire avec Shotzi par la suite, on va voir qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner, et j'espère que ce sera vraiment le moment pour Shotzi de pouvoir un petit peu plus grandir dans le main roster, parce que pour l'instant, elle n'a pas eu grand-chose. Et je pense qu'on a tous un petit peu été lassés de Shotzi un petit peu par avant, mais du coup, voilà. Ensuite, on a eu un segment avec Jey Uso qui a fait son entrée dans le ring. J'aurais pensé que ce match-là allait être dans le enfin ce segment-là allait être dans le main event, mais finalement non. Et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve que c'est mieux d'avoir un match de championnat dans le main event plutôt que d'avoir un segment assez simple, même si ça reste le segment de la Bloodline, etc. Mais je pense que le fait que Roman Reigns soit pas là pendant le segment, c'est un petit peu accentué sur le fait qu'on n'ait pas eu ce segment-là dans le main event, et tant mieux d'ailleurs. Donc on a Jey Uso qui arrive sur le ring, qui va parler de son frère, parce que plus tôt dans la soirée, on nous a confirmé que Jimmy allait être absent pendant un mois. Je pense que la WWE à ce moment-là, ils essaient de grossir un petit peu le truc en disant pendant un mois il sera là, comme ça on aura une petite surprise. Et comme je l'avais dit, je l'avais prédit il y a quelques semaines, comme quoi on allait avoir Jimmy Uso qui allait faire son retour à SummerSlam pour peut-être coûter la victoire à je sais pas qui ou faire quelque chose, essayer d'intervenir. Comme ça nous laisse la surprise, même si on s'en doute un petit peu tous que Jimmy va faire son retour dans un grand moment et pas un retour assez biaisé comme on peut l'avoir avec d'autres personnes. Mais du coup voilà, c'est intéressant à savoir. Jey Uso il va parler de son frère évidemment, mais il va se faire interrompre par Paul Heyman et Sosikoa qui vont arriver. Paul Heyman il va dire à Jey Uso que c'est à cause de lui si ce qui arrive à Jimmy Uso, parce que Jey Uso lui voulait être le tribal chief et tout ça finalement c'est de sa faute. Ensuite on a Sosikoa qui va prendre la parole, lui qui prend très très peu la parole, il va dire la même chose, que c'est la faute de Jey. En plus lui ça le touche particulièrement parce que c'est aussi ses frères Jey Uso et Jimmy Uso, et donc il dit que tout ça, tout ce qui arrive à Jimmy, c'est de sa faute. Donc là on ressent vraiment que Sosikoa et Paul Heyman se sont fait bouffer le cerveau par Roman Reigns. Ensuite la finalité de ce segment là serait que Jey Uso il va attaquer, enfin ils vont se bagarrer avec Solo, ils vont aller en dehors du ring, ensuite Jey va remonter dans le ring, il va mettre un super kick à Paul Heyman, Sosikoa il va revenir mais à ce moment là Jey Uso va faire un side dive sur Solo, ensuite il va prendre une chaise etc. Et c'est comme ça que se terminera le segment.
C'était un segment assez intéressant, mais le fait que Roman Reigns soit pas dans ce segment-là, je trouve que ça a freiné un petit peu la construction. Mais ça reste un super grand segment, encore une fois. Tout est parfait, et tant mieux. Ensuite, on a eu un Fatal 4-Way pour devenir aspirant numéro 1 au titre des États-Unis d'Austin Theory. On aura un autre Fatal 4-Way la semaine prochaine, et le vainqueur des deux Fatal 4-Way s'affronteront pour être l'aspirant numéro 1, évidemment, au titre d'Austin Theory. Tant mieux. J'espère que ce sera vraiment la porte de sortie à Austin Theory, parce que ça nous intéresse tous pas du tout. Ça nous intéresse pas du tout, et j'ai vraiment hâte d'avoir un nouveau champion, parce que là, Austin Theory, c'est vraiment une catastrophe. Donc premier Fatal 4-Way, Butch contre Santos Escobar contre Grayson Waller contre AJ Styles. C'était un super bon match, mais plus tôt dans la soirée, on avait un segment avec Grayson Waller qui va rappeler ce qui s'est passé avec The Rock sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, Grayson Waller il a fait une vidéo où il portait l'ancienne tenue de The Rock, où il disait que c'était vraiment ridicule et que c'était vraiment une idée de merde cette tenue. Et The Rock lui a répondu, donc c'était vraiment cool de sa part d'avoir fait une réponse à Grayson Waller, où il va dire que c'était plutôt la coupe de Grayson Waller qui était ridicule, etc. Et que c'était un petit peu l'idée de Triple H cette tenue, enfin bref. Et dans un segment un petit peu plus tôt dans la soirée, Grayson Waller il va rappeler ce qui s'est passé avec The Rock. Et il va même inviter The Rock à revenir. Donc je trouvais ça vraiment cool. Et imaginez si c'est Grayson Waller qui arrive à faire revenir The Rock, alors que toute cette histoire de la Bloodline ça n'a même pas fait revenir The Rock. Ce serait vraiment fou, et à ce moment-là Grayson Waller serait vraiment une légende. Donc on revient au match, c'était un super bon match en vrai, je trouve que le match était sympa. Pendant le match, on a Karrion Kross qui a attaqué Karl Anderson et Luke Gallows. Enfin ils sont rajoutés dans une storyline. Ça fait plaisir. Cette storyline entre Karrion Kross et AJ Styles, ça prend une autre tournure. Mia-Yim, on s'en fout. Scarlett, on s'en fout. Nous, on veut vraiment de la grosse bagarre et quelque chose d'intéressant, quelque chose qui nous raccroche à ce match-là. Et là, pour l'instant, ça n'avait pas eu lieu, donc tant mieux. Donc pendant que Karrion Kross attaque le Gallows et Karl Anderson sur le Titan Throne, ben, on a AJ Styles qui regarde ça depuis son match, donc forcément ça le déstabilise. Et du coup, ça va le côté de match, puisque Santos Escobar va remporter le match en faisant un frog splash, il me semble, sur Grayson Waller. Ça m'a étonné en vrai une victoire de Santos Escobar, mais je pense que vraiment ce sera pas Santos Escobar qui affrontera Austin Theory. Je pense que LA Knight sera vraiment le gros favori de ce match-là la semaine prochaine. Je crois que le Fatal 4-Way la semaine prochaine ce sera Sheamus contre Rey Mysterio contre Cameron Grimes et contre je sais plus qui, je sais vraiment plus, et LA Knight du coup. Et du coup juste après le match on a LA Knight. On a LA Knight qui a dit en gros qu'il allait remporter le Fatal 4-Way la semaine prochaine, qu'il allait devenir champion des États-Unis, etc. Et ça a été très très bien reçu par la foule. Je vous avais dit que j'étais assez réticent à LA Knight par le passé, mais là je suis vraiment totalement pour le fait qu'il devienne champion des États-Unis à la place de cette théorie. Pour moi, ce sera largement mieux, donc tant mieux. Donc voilà, ensuite on a eu un autre segment qui est intéressant avec les Street Profits qui sont dans le parking, il me semble. Et là, on a le retour de Bobby Lashley qui sort d'une voiture et ils vont rentrer dans la voiture tous les trois. Donc les Street Profits qui s'allient avec Bobby Lashley. Je sais pas trop quoi en penser, je pense qu'ils vont faire un Earth Business 2.0 avec les Street Profits dedans. Mais c'est vraiment dommage pour Cedric Alexander et Jonathan Benjamin qui ont rien du tout. Enfin, ils ont plus rien, quoi, c'est juste dommage pour eux. En plus, je crois que Cedric Alexander il avait tweeté un petit peu plus tôt dans la soirée en disant que le catch ça le manquait, enfin professional wrestling ça le manque. Donc voilà, c'est un petit peu dommage pour lui. Surtout que Cedric Alexander c'est un très très grand talent. J'aurais espéré qu'il fasse un petit truc avec lui, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Et on peut pas faire tout avec tout le monde. Mais j'espère qu'ils vont trouver une porte de sortie. Pas forcément une porte de sortie, mais j'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour Cedric Alexander. Je sais pas, peut-être que NXT ça pourrait le relancer ou faire quelque chose, mais c'est vraiment dommage pour lui. À la limite, Shelton Benjamin il est en fin de carrière. C'est pas si grave que ça, mais Cedric Alexander, pour moi, je trouve ça assez alarmant. C'était vraiment un très très grand talent à l'époque du Cruiserweight classique et j'espérais tellement mieux pour lui par la suite et c'est un petit peu dommage. Et pour terminer, on a eu le match de championnat entre Asuka et Bianca Belair. J'ai vraiment pas regardé le match, donc je saurais même pas vous dire si le match était très bon ou pas. Je sais vraiment, je sais juste ce qui s'est passé pendant le match. Encore une fois, une disqualification, mais ça c'était peu surprenant. C'est un petit peu dommage, la WWE tourne toujours tout en disqualification ou de manière à ce que le match se termine pas clean pour protéger un petit peu tout le monde. Et je trouve ça vraiment ridicule parce qu'une victoire, une défaite, ça fait vraiment pas énormément de mal à une personne. Surtout quand c'est bien fait, une défaite c'est vraiment rien du tout et c'est juste un petit peu dommage. Même si je comprends le fait de voir protéger un petit peu Bianca Belair pour le match à SummerSlam. Mais moi je pense juste qu'une disqualification ça arrange pas plus les choses que ça. Donc à la fin du match on a Bayley et Asuka qui arrivent. Et Charlotte Flair aussi elle arrive. Elle se bagarre en ringside. D'ailleurs je crois que Bayley et Asuka ils sont arrivés parce qu'ils avaient des billets. J'ai pas compris pourquoi. Ils avaient des billets. Ah mais c'est peut-être parce que... Attends je suis trop bête. Parce qu'ils sont à Raw de base je suis bête. Mais ouais Bayley et Asuka qui arrivent par la foule. On a Charlotte Flair qui arrive aussi en ringside. On a une bagarre qui va éclater du coup entre les trois femmes. Et au moment donné, on aura Charlotte Flair qui va vouloir faire un spear à Io Sky, mais Io Sky elle va esquiver et ce sera Bianca Belair qui va se prendre le spear. Et à ce moment-là, il y aura une disqualification. Donc c'est même pas une disqualification voulue, mais juste un petit peu tournée
de manière à ce que Bianca Belair elle perde pas de match. Et à ce moment-là, du coup, on a Io Sky qui veut cash in sur Asuka à ce moment-là. On a Bayley qui prend la mallette et qui demande à l'arbitre de venir sonner la cloche du match. Mais Asuka, elle va mettre son mist sur Bayley et ensuite elle va quitter le ring avec la ceinture. Donc pas de cash-in possible. Je pense que tout ça va vraiment prendre une autre tournure à SummerSlam, j'imagine en vrai. Io Sky, elle s'est vraiment un petit peu plus positionnée sur la personne sur qui elle voulait cash-in. Il y avait 2-3 petits teases avec Rhea Ripley à l'époque. Mais là, on voit bien en vrai que c'est assez focalisé sur Asuka, donc ça reste assez intéressant. Et c'est comme ça que se termine l'épisode de SmackDown. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il était super bien en vrai. Il y a eu peu de choses qui m'a dérangé durant cet épisode de SmackDown, mis à part un petit peu toutes ces histoires avec les Street Profits et Bobby Lashley. Même si je trouve que ça pourrait être intéressant, je pense qu'on en a un peu tous marre des factions à la WWE. Ça mène à pas grand chose en vrai. Et le fait d'avoir Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui seront vraiment enterré après ça. Ça me désole un petit peu et c'est vraiment la seule chose qui m'a dérangé pendant cet épisode de SmackDown. Mais sinon, à part ça, je trouve que l'épisode était relativement assez bien. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour la review de Raw la semaine prochaine. Et si je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, en tant que catch et sport, bisous bisous.